Alors on le voit, hein, la sphère environnementaliste aujourd'hui, elle rejoint par certains aspects la sphère techniciste, hein, on le sent dans les discussions aujourd'hui. Les astronomes amateurs qui s'occupent de pollution lumineuse, qui militent pour la réglementation la diminution de la pollution lumineuse, ont été obligés, pour se rapprocher des sphères technicistes et avoir un langage commun pour créer un monde commun et créer la discussion, de techniciser à leur tour leur approche. Voilà, ils sont sortis de l'approche purement admirative du ciel nocturne. C'est flou. Et on va voir, et ça je pense que Jean-Marie le montrera bien avec les documents que la Fédération d'astronomie populaire amateur du Midi a édité à l'époque, qui sont un peu des documents historiques. Vous allez voir qu'il y a une technicisation du problème, y compris chez les environnementalistes. Alors pour commencer, on a souhaité avec Jean-Marie dédier un petit peu cette présentation à Jean Kowalewski, astronome, mais également pionnier en France de la lutte contre la pollution lumineuse dans le milieu de l'astronomie professionnelle. On a souhaité lui rendre hommage tout simplement parce qu'il est décédé au mois d'août cette année. Moi, je nourris un regret, et je regarde Johan, c'est de ne pas avoir eu le temps de faire un entretien avec lui pour voilà, récupérer son savoir et qu'il puisse transmettre son savoir sur ce qu'on va appeler le système d'acteurs qui fait émerger en France le Dark Sky Movement, ce mouvement de protection qui milite pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Voilà, donc un hommage appuyé à Jean. 1958, Flagstaff, Arizona, États-Unis. Voilà, première réglementation de l'éclairage public au monde. Vous voyez, le marketing territorial s'est mis en œuvre, s'est mis en branle depuis. Alors, eux, c'est pas la pluie, eux, c'est la neige. World's First International Dark Sky City. Ils se revendiquent aujourd'hui ville internationale, première ville internationale de ciel sombre, enfin d'environnement sombre. J'ai des amis qui font du terrain à Flagstaff sur des toutes autres problématiques en bioacoustique qui m'ont dit se déplacer à vélo en plein milieu de la nuit à Flagstaff, c'est un petit peu compliqué. On n'y voit strictement rien. Donc quand il y a des nids de poules, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, en termes historique, tout est parti d'ici pour la protection d'un observatoire, l'observatoire Lowell, qui était à proximité, observatoire professionnel. Donc vous voyez là le rôle prépondérant de l'astronomie professionnelle, qui va être récupéré très vite par l'astronomie amateur. Pourquoi? Tout simplement parce que les astronomes professionnels, très rapidement, vont se déplacer vers les cieux de l'hémisphère sud, pas pour des raisons de pollution lumineuse, mais pour des raisons de qualité de sites d'observation, notamment sur les aspects météorologiques et climatologiques. On va chercher à diminuer la couche d'épaisseur qu'on a au-dessus de la tête, qui est le principal facteur limitant pour les observatoires optiques sur Terre. Et puis on va chercher à maximiser le nombre de nuits observables. Et pour ça, les processus d'upwelling qu'on observe dans l'océan Pacifique en bordure de la cordillère des Andes assèchent complètement l'air et permettent d'avoir un nombre de nuits observables et un air très sec, très pur, notamment dans l'hémisphère sud et plus particulièrement maintenant au Chili, dans la cordillère des Andes, dans le désert d'Atacama. Voilà. En tout cas, ça part de l'astronomie professionnelle aux États-Unis. Je ne vais pas faire vous donner toute l'historique. Il y a des choses, on a écrit dans Nature Sciences Société, l'embargo a été levé, donc la revue, l'article est maintenant en ligne, en accès libre. Ce que je voudrais appuyer, c'est l'importance de certains acteurs, ce qu'on a appelé des observateurs nodaux, et là notamment David Crawford, voilà, aux États-Unis, qui va lui mettre en place l'International Dark Sky Association. Ce qui est important de bien voir, c'est le contexte dans lequel cette nouvelle pensée environnementale émerge. L'idée de dire la lumière, qui génère des aspects positifs, est aussi un élément dommageable sur la vision du ciel étoilé pour nous, astronomes, professionnels, amateurs. Ça émerge dans les années 1970, période qui suit l'étalement urbain, qui suit le fort développement de l'automobilité dans les villes, période de développement urbain, d'étalement urbain et de massification de l'éclairage, période de l'éclairage fonctionnaliste, d'éclairage de voirie. Donc on éclaire avant tout pour la voiture, pour faciliter les déplacements dans la ville automobile. Et très rapidement, ce courant de pensée d'une lumière qui va générer des dommages va venir rencontrer un courant de pensée plus général, qui est le courant de pensée environnementaliste, qui ne date pas des années 70, qui date de bien plus longtemps avant, mais notamment les pensées sur
la finitude de l'espace. On est aussi à la période des premières explorations spatiales, des premières sondes spatiales qui nous envoient ces images de la Terre comme un espace fini, un espace limité. Donc on est dans ce contexte de pensée de la finitude de l'espace, de la finitude des ressources. Et on commence à penser l'épuisement du ciel étoilé ou de l'obscurité comme un problème environnemental. Icône du mouvement environnementaliste, cette image. Et puis, ce contexte, alors je suis désolé, oui, le pâle point bleu de Carl Sagan est décidément vraiment un pâle point bleu. Une image, voilà, elle est là. Nous sommes ici, vous êtes ici, comme on dit sur les plans, parce que les nouvelles vont vite. Cette image, symbole de la finitude de l'espace, d'une terre à protéger, le pâle point bleu, ce pale blue dot, et puis ce texte de Carl Sagan que vous connaissez certainement. Notre planète est une infime tache solitaire. Il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. Le seul monde connu à abriter la vie. C'est sur Terre que nous prenons position. Voilà. Donc, cette pensée de la pollution lumineuse, elle se nourrit de ce terreau. Et ça va permettre, ce terreau, de monter en généralité, de sortir de la seule problématique de l'astronomie pour aller vers les problématiques environnementales d'une façon plus générale, puis sanitaire, etc. L'image passe. Reflet de la bille bleue, image iconique produite par la NASA, the Blue Marble. Voilà. Là, vous avez la bille noire. Image iconique, réalisée par la NASA ces derniers temps, réactualisée en 2016, réactualisée très souvent avec le VIRS. Vous avez les données disponibles sur Internet tous les mois. Ce qui est intéressant, c'est que cette iconographie, aujourd'hui, elle est reprise pour illustrer la notion d'anthropocène, très fortement. Vous tapez anthropocène sur Wikipédia, l'illustration, c'est la Terre vue de nuit. Voilà. Donc la pollution lumineuse est utilisée aujourd'hui comme marqueur visuel de l'empreinte humaine, l'idée de l'empreinte écologique. Voilà, parce qu'on est sur une pollution diffuse, on est sur une pollution visuelle qui se voit déjà, se voit par satellite, et qui s'extrait largement des limites morphologiques de la ville. Donc ça, c'est très important. Voilà, ça nourrit fortement les réflexions. Donc on voit qu'on est sorti là du ciel étoilé des astronomes, et maintenant, cette pollution lumineuse sert d'indicateur d'artificialisation. Certains travaux de collègues, notamment Adrien Guettet et Laurent Godet à Nantes, ont montré que la pollution lumineuse est un très bon indicateur de l'artificialisation, enfin de la pression anthropique sur l'environnement, parmi d'autres. Alors pour revenir au mouvement militant, on a ce contexte de pensée environnementale, et puis maintenant il va falloir structurer un mouvement. Ça, Jean-Marie nous l'expliquera très très bien au niveau local. C'est pas parce qu'une pollution est dite par certains acteurs dans la sphère politique, publique, qu'elle est considérée en tant que telle par l'action publique environnementale. Il faut un lent processus de construction du problème et de publicisation du problème. En interne, déjà, il faut déjà fédérer. Voilà. Au niveau de l'astronomie professionnelle, amateur, il faut fédérer. Pour ça, production de tracts. Vous voyez que la problématique est reliée à la protection de la nature. Ce n'est pas seulement le ciel étoilé, c'est le ciel étoilé, mais aussi la perte d'un rapport expérientiel à la nature, à l'environnement. C'est intéressant, ces jeux d'échelle spatiaux et idéels. Et bien sûr, la production iconographique en termes de les premières images satellitales. Donc là, on est en 1992. Les premières images satellitales de l'Europe vue de nuit, des États-Unis vue de nuit commencent à arriver et vont servir très fortement à faire pression et à dire, regardez, cette pollution qui nous empêche, nous, de voir les étoiles est visible depuis l'espace, depuis des satellites qui sont à 800 km d'altitude, voire plus, et a forcément des impacts sur les écosystèmes environnants. Cette inscription dans les problématiques environnementales plus larges, on la retrouve un petit peu dans ce document militant, qui est un petit peu ambivalent. Voilà, on voit la prégnance, l'astrocentrisme, le tropisme astronomique du problème, il est toujours là. Vois-tu, mon amour, l'étoile du berger scintillait par là-bas, c'est toujours illustré par de l'astronomie, mais voilà. Nous savons que notre point de vue sur l'univers peut être préservé, rapport expérientiel à la nature. La pollution lumineuse est un grand enjeu d'environnement. Voilà. Ce n'est pas un enjeu seulement pour l'astronome, c'est un enjeu d'environnement. Monter en généralité pour élargir la controverse, élargir les contours et le contenu, du coup, de la controverse socio-technique. C'est écrit tout petit, c'est juste pour
les premières mobilisations vont se faire en direction des élus, merci Jean-Marie, par des astronomes. Ici, un courrier de Jean-Claude Merlin, qui était alors président de la Société astronomique de Bourgogne. J'ai récupéré ces archives parce que, étant moi-même membre de la Société astronomique de Bourgogne pendant pas mal d'années, et ces archives, elles sont très intéressantes. 1982. Voilà. Alors ça cause en plus, parce que pour moi, ça me parle, c'est mon année de naissance. Voilà. Et un conflit qui a été assez fondateur dans la structuration du problème au niveau du nord-est de la France. Jean-Claude Merlin, c'est un astronome amateur qui participait par le biais d'un observatoire classé à l'Union astronomique internationale à des programmes de suivi d'astéroïdes et de découverte d'astéroïdes. Donc voilà, une activité amateur un petit peu un pied dans le professionnalisme, un pied dans l'amateurisme. L'amateurisme, voilà, très éclairé, sans mauvais jeu de mots. Et il habitait, enfin son observatoire est au Creusot, il est toujours au Creusot. Et puis, année 1981, mise en concurrence des territoires entre eux, décentralisation qui arrive, qui permet la mise en concurrence des villes entre elles, notamment en termes de captation de flux touristiques. Le Creusot veut éclairer la cheminée de l'ancienne usine du Creusot, juste à côté de l'observatoire. Et là, s'ensuit un conflit assez violent. Je le mentionne tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier, et ça commence à se calmer, hein, les problématiques environnementales et l'urgence en termes d'action de sauvegarde pour la biodiversité calme un petit peu ce jeu-là, mais pendant des années, les relations ont été très tendues entre les élus et les astronomes, militants pour la protection du ciel nocturne. Voilà, parce qu'on leur reprochait de ne militer que pour le ciel nocturne, en gros de monter en généralité, mais derrière d'essayer de planquer la défense d'un précaré, qui était, bon, en fait, ils veulent juste qu'on éteigne au coin de la rue pour protéger leur petit précaré d'observation astronomique. Et ça a été, on l'a ressenti pendant très longtemps, hein, des courriers qui étaient assez virulents face à des élus qui ne comprenaient pas, tout simplement, parce que le problème n'avait pas émergé dans la sphère grand public, c'est resté un problème expert, un problème d'experts, astronomes. Donc voilà, une lente construction du problème pour décloisonner, pour ouvrir la controverse et desserrer un petit peu l'étau, faire sortir ça de l'astronomie, de la seule astronomie amateur et professionnelle. Le rapport de Jean Kowalewski, j'ai vu qu'il est sur la table, tu y reviendras certainement. Donc je vais là-dessus, donc un rapport fondateur, hein, la protection des observatoires astronomiques et géophysiques, la pollution lumineuse, mais pas seulement, hein, dans ce rapport. Il sera intéressant de le rescanner, puis qu'on essaye de le mettre en ligne quelque part à disposition du grand public. J'ai vu aussi que voilà, tu as ces documents, donc là je vais te laisser la parole là-dessus après. Voilà, tout simplement, repérer aussi toujours cette montée en généralité. Hein. Protéger l'environnement, c'est tout naturel. Alors là, je tiens à préciser que non, il ne faut pas naturaliser les processus de protection de l'environnement, avec qui on parlait de naturalisation hier à table, pour reprendre. Voilà, protéger l'environnement, ça n'est pas naturel, c'est un acte politique, c'est une décision humaine, ce qui fait suite à une réflexion politique. Premier congrès national sur la protection du ciel et de l'environnement, enfin de protection de l'environnement nocturne. Là, c'est intéressant parce qu'on est dans le sud-ouest, on est dans les réseaux du sud-ouest. On est à Rodez, 1995, il y aura un deuxième congrès en 1998. Tout ça, c'est pour vous emmener vers le fait que, par exemple, la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, elle n'arrive pas au Pic du Midi par hasard. Voilà. Elle arrive au Pic du Midi parce qu'il y a l'association Pyrène, on l'a vu hier. Mais en amont de l'association Pyrène, il y a Michel Bonavita-Colla, il y a Sébastien Vauclair, il y a le CPCN, le Centre pour la protection du ciel nocturne, voilà, qui fait suite à ces congrès, qui vont ensuite devenir la NPCL, etc. Il y a un terreau, il y a un réseau d'acteurs locaux. Et pour vous, territoire, en termes d'action, ça, je pense que c'est très intéressant de vous appuyer, et Jean-Marie va le montrer, j'imagine, son rôle dans la sensibilisation locale et du coup dans le développement de l'idée de réserve de ciel étoilé. C'est important pour vous, je pense, d'identifier le système d'acteurs et l'histoire de ces acteurs pour vous appuyer sur eux. Parce qu'ils ont la connaissance du terrain, ils sont en capacité de faire des mesures, voilà, il y a une vraie expertise technique que les territoires peuvent mobiliser. Donc voilà, ça ne tombe pas de nulle part, il y a des réseaux qui sont là. 2001,
publication de l'Atlas par l'équipe de Cinzano et Tali. On l'a vu hier. Là, voilà, une étape est franchie, c'est-à-dire qu'on fait sortir le problème de la seule astronomie amateur. Je crois que ces deux publications, et puis cette publication de 2001 et sa mise à jour en 2016 par l'équipe de Falky, participent véritablement. On voit l'écho qu'a eu la publication du nouvel Atlas de la clarté artificielle du ciel nocturne en 2016, un écho médiatique très, très fort. Donc ça participe toujours de desserrer le problème environnemental. Et puis, le Grenelle environnement, je ne pouvais pas ne pas mettre le logo de la NPCEN. Ce qui est intéressant dans ce logo, c'est ce qu'il nous raconte, et notamment le nom de l'association. Ce qui est intéressant, c'est le parcours, justement. Cette association, à la base, c'est issu du CPCN, qui est devenu ensuite Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Et puis en 2007 arrive le Grenelle environnement, qui n'est pas le Grenelle de l'environnement, le nom officiel étant Grenelle environnement. Et on demande, pour avoir voix au chapitre, pour accéder à la table des négociations du Grenelle environnement, il faut être une association généraliste. Il ne faut pas avoir un point de vue, une défense sectorielle d'un seul objet de l'environnement. Voilà, donc ça ne pouvait pas être seulement la défense du ciel étoilé pour accéder au Grenelle environnement. Et donc là, stratégie, il fallait faire rentrer au forceps la problématique environnementale. Donc de ANPCN, on est passé à ANPCEN, Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Donc c'est vraiment intéressant de bien comprendre cette histoire. Et il y a des échanges, j'ai des courriers à l'époque de Paul Blu, le président de l'époque, avant la présidente actuelle, qui explique à ses adhérents, qui dit on peut pas rester sur le ciel étoilé, là on tend le bâton pour se faire battre. Voilà. On tend le bâton pour se faire battre parce qu'on continue à nous dire vous défendez un précaré, montrez-nous que votre problème est un problème de portée globale et de portée environnementale. Adhésion à France Nature Environnement permise. France Nature Environnement était une des associations autorisées, agréées pour aller à la table des négociations. Table des négociations et l'action publique en matière environnementale émerge. Vous voyez ce qui est important sur cette affiche, ce n'est pas le discours, vous le connaissez, c'est les logos. Comme toujours sur les affiches, comme toujours sur les territoires, c'est les logos. Qui finance, qui appuie, qui prend part au mouvement. Voilà, première fois qu'on avait un logo ministériel sur un document problème public, problème de politique publique environnementale, dont on se situe aujourd'hui avec ce colloque dans la droite ligne. 2016, l'actualisation de l'Atlas. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On voit que c'est plus seulement effectivement un problème d'astronome. L'entrée, effectivement, beaucoup dans les territoires, c'est les économies budgétaires. On connaît les difficultés des territoires, notamment des espaces ruraux. Les économies d'énergie. La question de la biodiversité devient une fenêtre d'opportunité pour ce mouvement de protection de l'environnement nocturne. Ce n'est pas négatif, fenêtre d'opportunité, j'entends bien. Et là, vous allez voir, je vais montrer des territoires. Je ne suis pas là non plus pour distribuer les bons et les mauvais points. Je tiens à le rappeler. On a des fois un petit peu cette lecture de la recherche qui est là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Nous, on observe et puis on essaye de comparer des processus, des trajectoires territoriales. Vous connaissez cette image. Alors, elle vous paraît un peu forcée, effectivement, mais je discutais hier avec Hélène Foglard de la FRAP, anciennement la FRAPNA. Effectivement, tous les unités de mesure qu'on utilise actuellement sont basées sur l'œil humain moyen normé par la CIE. Et on ne sait pas comment d'autres individus non humains perçoivent la lumière. Donc on a tout à fait le droit, à partir de l'image satellitale, de forcer les curseurs et puis de dire, en fait, l'empreinte lumineuse, ça peut être ça aussi. Voilà. Et je vous le montre tout simplement parce que quand on fait 25... voilà, ça se voit pas très bien, ça se voit mieux sur l'écran. Quand on fait 25 secondes de pause dans le parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises, par exemple, qui a un ciel très sauvegardé pourtant, qui est un de nos terrains d'études sur un programme de lignée du CNRS avec une grosse partie écologie et bioacoustique. Quand on fait 25 secondes de pause, on a de la lumière. Et puis quand on fait une cartographie des luminances avec une échelle log, on a vraiment de la lumière partout. Voilà. Donc là, on est en train de tirer des indices à partir du sol pour quantifier la lumière qui tombe effectivement sur le sol. Donc vous voyez qu'on a le droit de jouer avec les curseurs. Ça n'est pas ce qu'on voit à l'œil humain, mais peut-être que ça nous renseigne sur ce que voient d'autres espèces, la lumière que peuvent recevoir d'autres espèces. Ce qui est intéressant, c'est d'inverser maintenant la cartographie. Voilà, vous connaissez cette cartographie. Maintenant, on va regarder en fait l'idée de pression lumineuse sur les espaces naturels protégés. Pour l'instant, PNR, PN, PNM. Alors, vous voyez que les aires de protection de l'environnement sont en France grignotées par la lumière artificielle. À cause du Quercy, s'en sortent très bien. La
le Morvan, qui commence à s'intéresser à la démarche de protection de l'environnement nocturne et du ciel étoilé, s'en sort plutôt pas mal aussi, notamment dans le quart nord-est, qui, on va le voir, est assez problématique. On augmente, on met toutes les CDDA plus les Natura 2000, et là on se rend compte que protéger l'environnement nocturne, y compris dans les espaces de protection de l'environnement, c'est pas gagné, c'est pas facile. Puisqu'on commence à voir, c'est des choses intéressantes en termes de structure, de différenciation, on en parlait à table hier, entre la morphologie, la structure des aires de protection, qui répond en fait à des problématiques de morphologie urbaine, de semi-urbain. Vous êtes là en Allemagne, donc sur un semi-urbain très dense, pas de grosses villes, mais des villes plus petites, mais partout. En Espagne, des grosses villes et moins partout. Donc la place pour faire des aires naturelles plus grandes, alors qu'en Allemagne, on essaye d'intriquer les espaces de protection de l'environnement entre les espaces urbanisés. Et du coup, en fait, on a une sensibilité à la pression lumineuse qui est phénoménale de ces espaces. Voilà, c'était juste ces petits éléments de réflexion sur l'idée de pression lumineuse. La forme, la structure spatiale des aires protégées, et ça je pense Romain pourra nous le dire, c'est en lien avec l'idée de trame, voilà, la taille critique des réservoirs de biodiversité, la morphologie spatiale de ces réservoirs de biodiversité. Il faut essayer de réfléchir là-dessus. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Marie qui va incarner un petit peu tout ça et puis localiser, voilà, faire atterrir. On avait vu hier le bouquin de Latour, où atterrir, comment atterrir. Jean-Marie, il va nous faire atterrir là, dans les Cévennes, localement, et puis nous montrer ce qui a permis d'arriver à ce processus de mise en réserve du ciel étoilé ici. Donc la pollution lumineuse, c'est quelque chose qui est venu pour nous de manière progressive. Bon, il faut savoir que quand... donc moi, je suis plutôt catalogué astronome amateur, mais j'ai démarré comme beaucoup d'astronomes amateurs, comme plutôt un amateur d'astronomie. C'est-à-dire que quand on est jeune, on se penche dans les bibliothèques, on dévore tout ce que l'on trouve sur le thème, sur le sujet. Et puis, il arrive un moment où on acquiert une certaine autonomie et on achète des télescopes, des instruments. Et là, on se confronte au ciel direct. On passe de la théorie à la pratique. Voilà. Et donc, ce faisant, eh bien, je vais commencer par... Oui. Oui, voilà, c'est bon. Donc, ce faisant, je suis passé donc, de la théorie à la pratique. Et dès l'instant où on a été confronté au ciel direct, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'éloigne. Bon, on voyait très bien que les lumières étaient une gêne. Il fallait qu'on s'éloigne de quelques kilomètres des centres urbains pour avoir un ciel relativement correct et qui nous permette d'observer ce que nous, et les professionnels également, appellent le ciel profond. C'est-à-dire nébuleuses, galaxies. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure, vous verrez. Et donc, à partir de là, la diapo suivante. Voilà. On était en même temps confrontés à ce phénomène de pollution lumineuse et en même temps, on avait des échos dans la presse et cette problématique montait graduellement, un peu comme la pollution lumineuse malheureusement. Et donc on s'est dit, c'est pas possible de continuer comme ça, il faut éventuellement faire quelque chose en se regroupant tous. Et donc progressivement, on a constaté cette dégradation du ciel. La noirceur du ciel devenait de plus en plus faible, elle était entachée par la lumière. Et donc, image suivante. Pour illustrer ça, c'est une image que j'ai prise moi-même, que j'ai faite moi-même en 1985, ici sur la gauche. Vous avez sur le plateau du Lengas, 1985-2015, vous voyez l'évolution qu'on a pu constater ici, en cœur de parc, en zone cœur de parc. Je vous laisse imaginer ce qu'on pouvait
voir en plaine, à proximité des cités, genre Montpellier et puis toute sa périphérie, quoi. Alors, image suivante. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai tellement de choses voilà. Alors, progressivement, au sein, dans la région, les clubs se sont fédérés et, dans un but premier, c'est que dans les années 80-85, beaucoup d'astronomes amateurs avaient la possibilité de monter à l'observatoire prestigieux. Pour nous, c'était une véritable légende, hein, le Pic du Midi de Bigorre, travailler pour des manips, ce qu'on appelle nous des manips, c'est-à-dire des travaux pour les professionnels. Hein, on était un petit peu les employés des professionnels pour mener à bien des manips scientifiques, parce qu'eux n'avaient pas le temps, ils faisaient dans leur labo beaucoup de choses, hein, et ils avaient besoin d'une main-d'œuvre compétente, en capacité de travailler sur les instruments. Et c'est là que énormément d'astronomes amateurs éclairés, comme tu disais tout à l'heure, se sont rendus compte effectivement que le ciel du Pic du Midi était exceptionnel, comparé à ce qu'ils avaient l'habitude de côtoyer chacun dans leur coin, quoi. Et donc, à partir de ces observations-là, on s'est rendu compte de retour qu'effectivement, il y avait une dégradation extraordinaire de ce ciel. Un projet était né parce que nous, les amateurs, on se rendait compte qu'on n'allait pas suffisamment dans des lieux aussi prestigieux et à la qualité du ciel remarquable pour bosser pour les professionnels. Et donc, on a imaginé créer un projet d'observatoire amateur aux Angles dans ces années-là. Pour des raisons facilement compréhensibles, ce projet n'a pas abouti. Et donc, on s'est retrouvés tous, plus ou moins, obligés, chacun de construire notre propre observatoire. Pas trop loin, évidemment, de nos lieux d'habitation, assez protégés. Et les expériences que l'on a vécues chacun, hein, puisque, juste à titre indicatif, pratiquement les grandes villes dans la région avaient leur club d'astronomie. Béziers, Narbonne, Toulouse, évidemment. Il y avait, il y en avait même dans l'arrière-pays, si je puis dire. Hein. Voilà. Et les expériences vécues par ces acteurs-là ont montré que, après la construction de leur observatoire, la qualité du ciel se dégradait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une rocade qui passait à quelques kilomètres. Il y avait un lotissement qui se construisait. Il y avait un centre commercial qui dénaturait complètement les sites. Et donc nous avions ce souhait-là également de construire un observatoire performant pour nos travaux, nos recherches. Et donc là, comme vous le voyez, oui. Nous avons entamé des séries, des sorties d'observation sur le site en cœur de parc. Et c'est là que nous avons compris que, même si ce n'était pas la solution la plus facile pour une association d'astronomes amateurs, de construire notre observatoire. Pourquoi ? Parce qu'on était persuadés que dans l'avenir, sur le long terme, notre observatoire serait protégé. Un parc national, quoi de mieux comme site pour l'implantation d'un observatoire. Et c'est pour ça que nous sommes lancés dans cette aventure. Donc c'est en 1985 que nous avons signé une convention. 1985. Voilà, c'est... Oui, c'était hier. Effectivement. Voilà. Alors, donc notre observatoire, nous lançons nos activités sur site, etc. Nous allons démarrer lentement et progressivement. Et non, c'est très bien. Mais au-delà, en parallèle, ce qui va se passer, c'est que la presse, le milieu astro-amateur, est en effervescence, est en ébullition, parce que la pollution lumineuse est là, et donc on va s'engager plus amplement
avec la FAPAM. Alors, la FAPAM, c'est quoi? C'est la Fédération d'astronomie populaire amateur du Midi. Et cette fédération va prendre en charge globalement ce problème. Pourquoi? Parce que quand on est uni, on est plus fort, tout simplement. Hein, et on a un poids déjà supplémentaire auprès des élus. Et ce qui fait que nous allons commencer par lancer des campagnes d'information. On va inonder, on va produire des documents et on va lancer des campagnes d'information tout azimut. On s'est dit il faut véritablement toucher les architectes, les maires, les personnes en charge de problèmes environnementaux, parce qu'on a fait très tôt nous-mêmes le lien avec l'environnement et non pas uniquement que le ciel étoilé. Et j'ai là les 2 derniers exemplaires, vous pourrez les consulter si vous voulez, qu'il me reste, du document qui a pratiquement tout déclenché en France, la pollution lumineuse. Je vous garantis qu'il y a des heures de travail là derrière. Tous les clubs, on se réunissait régulièrement pour faire avancer ce projet, pour le finaliser. Mais donc, comme c'est écrit ici, là, ces premiers documents, vous voyez, il y a une progression, le crépuscule des cieux d'abord, la campagne nationale d'information et l'édition ensuite de ce document, ainsi que, vous voyez l'en-tête, la Fédération d'astronomie populaire amateur du Midi. Donc là, on est déjà en 91, hein, on est déjà en 91, avec des arguments, évidemment. Ici, la petite chouette, pour relier à l'environnement. L'horreur absolue pour nous, les astronomes. Ouais. Les boules, les lampadaires boules, bon, c'est évident, avec des petits schémas explicatifs. Et ça, c'était accessible véritablement à tous les publics, quoi. Voilà. L'image suivante. Donc, les premiers contacts que j'ai eus avec M. Jean Kowaleski, donc je l'ai rencontré 2 fois, il est passé 2 fois sur Montpellier, on a travaillé ensemble. Il nous a bien orientés pour l'édition de ces documents. Vous voyez, donc c'est un document officiel, hein, et ça remonte à 1991. L'image suivante. Son fameux rapport que nous avons largement utilisé, hein, qui a contribué à l'édition de la pollution lumineuse, etc. Voilà. Le voilà. Et puis l'image, là je voulais vous présenter l'image qui a servi à l'édition de ce document, qui a été prise, vous y êtes passé devant, depuis le belvédère de la Cravate, où l'on voit ici donc le pic Saint-Loup, le dôme de lumière. Il faut quand même se remettre en mémoire le fait que en 1992, c'était encore l'ère de l'analogique, hein, c'est-à-dire pas de téléphone portable, pas d'internet. C'était l'imagerie, la photo négative. Hein, c'est le négatif que l'on utilisait. Et donc ça, c'est une image, c'est un négatif couleur, effectivement. Donc l'image suivante. Le document qui a commencé donc à être diffusé à des centaines d'exemplaires. Je vous laisse imaginer le travail que cela représentait. Les photocopies, les enveloppes, les adresses, etc. C'était un travail, mais qui, aujourd'hui, on en est fier, a fini par payer. Voilà. Alors, ça a été donc le déclencheur et ça va déboucher sur une prise de conscience majeure et un regroupement des acteurs nationaux dans le domaine de l'astronomie et de certaines ONG de protection de l'environnement. Alors, en 1994, là, on est chassé un peu plus loin, la SAF, l'AFA, la NSTJ, la FAPAM créent un comité. Hein. Donc, je vais passer rapidement parce que Samuel a abordé un petit peu ce sujet. Ça, c'est Millau, ça. Hein, vous avez reconnu ? Les falaises éclairées. Avec les falaises éclairées. Et ici, on aperçoit un petit peu le pont. C'est fini. C'est fini. C'est fini, heureusement. Mais c'est un exemple type, hein, de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà l'image suivante. Donc le document, la charte selon la nuit, on va passer là aussi. Et puis le premier congrès national sur la protection de l'environnement nocturne, hein, qui a donné après, au final aujourd'hui c'est la NPCEN, mais il y a une phrase là, non, si vous pouviez revenir, voilà, il y a une phrase que je voudrais vous lire là.
La nature est un livre sublime que nous ne devons pas de nous lasser de lire. Il est écrit pour toutes les âmes. Nul livre humain ne peut lui être comparé. Et ça, c'est une phrase de Camille Flammarion. Vous connaissez tous Camille Flammarion. Et c'était un excellent support à l'introduction de notre projet. Voilà, alors là, c'est évidemment le dernier logo de la NPCEN, hein, avec ici la pollution lumineuse qui est modélisée. Et ici, nous sommes ici, l'Observatoire des Pises, ici dans cette grande tache noire. Là. Hein, voilà. Donc ça, on va passer aussi rapidement, ce sont les images satellites en 1970, c'est l'empreinte lumineuse sur notre planète. Hein, voilà. État des lieux en 2000, vous voyez que ça s'est aggravé. Bon, on va poursuivre aussi un peu plus, voilà. Et puis, donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, le ciel profond, c'est quoi? C'est ça, le ciel profond. C'est-à-dire l'observation de galaxies. Alors, les images que vous allez voir, là, ce sont des images qui ont été prises au tout début, à l'origine, dans notre observatoire, pour tester et calibrer un petit peu les instruments. Hein. Donc, on s'est amusé à imager des objets très peu lumineux, très peu contrastés, comme des galaxies, des nébuleuses. Là, on va faire défiler les images. Voilà, les objets qui sont qui ont disparu pratiquement hein, de l'observation dans les villes, c'est essentiellement les comètes. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des objets qui passent très rapidement, très peu lumineux, et la pollution lumineuse les occulte totalement. Donc voilà, ici nous avons Albope. Ces images ont été prises à l'Observatoire des Pises. Hein, c'est bon, donc un très bon critère de transparence, de pureté de l'atmosphère. Voilà. Alors à propos des comètes, je vais terminer là-dessus. Soyez attentifs, il y en a une qui arrive là et qui sera observable à partir de la mi-décembre. Normalement, on devrait la voir là, mais elle est encore basse sur l'horizon et dans la constellation du Fourneau. Elle va monter lentement dans notre hémisphère et elle devrait être visible à l'œil nu. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes encore en Cévennes, pour la plupart d'entre vous, n'hésitez pas à sortir et à tenter de la repérer. Vous trouverez des cartes sur Internet pour la repérer, la chercher avec éventuellement une paire de jumelles. Hein. C'est facilement accessible pour tout le monde ici en Cévennes. À Montpellier, ça sera beaucoup plus problématique. Voilà, donc quelques images qui défilent là pour vous montrer ce qu'est le ciel profond. Alors là, elle va monter et elle va atteindre, on va dire, du côté elle sera à proximité des Pléiades. Hein? Là, actuellement, elle est dans le Fourneau, elle va être dans la constellation de l'Éridan, elle va passer l'Éridan, puis monter, elle va traverser la Baleine, la constellation de la Baleine. Bon, les cartes du ciel aujourd'hui, vous trouverez ça sur Internet. Je pense que la question c'était sud-nord ou basique. C'était plutôt ça, à l'est. Ah non, plutôt au sud. Plutôt au sud. Si vous posez ça à un astronome, la réponse qu'il vous fait, c'est à quelle heure normalement? Oui, en plus, oui. Ah, ouais. Début de nuit en soirée. Hein. Voilà. Donc on peut faire défiler quelques images là pour finir. Voilà pour les images de Guillaume, vous les connaissez, avec quand même ce constat. Ce constat, c'est que aucun lieu en France, malheureusement, n'est à l'abri d'un dôme, d'un horizon éclairé. Maintenant, c'est terminé, quoi. C'est malheureusement le gros problème des astronomes. Bon, sachant que ça, c'est surtout, vous voyez, problématique quand on fait des images grand champ. Et s'il y a une comète qui apparaît sur l'horizon, elle peut être noyée dans cette pollution lumineuse. Donc il faut patienter qu'elle monte en hauteur. Voilà, ça j'ai voulu illustrer la fin du diaporama par ceci. C'est que voilà, la Voie lactée est prise à 5000 mètres d'altitude. Dans les Andes chiliennes, au Chili. C'est la plus belle image, certainement, de notre galaxie. Et bon, quand vous savez que nous sommes ici, parmi ces centaines de milliards d'étoiles, voilà, c'est un patrimoine qui doit perdurer et l'humanité doit avoir accès encore dans l'avenir à ce genre de choses. Alors, pour finir rapidement, actuellement, à l'Observatoire des Pises, nous sommes devenus une station
astronomique international dans les années 95-96. C'est-à-dire qu'on est reconnu par l'Union astronomique internationale. L'Union astronomique internationale, c'est l'entité, c'est les Nations unies des astronomes. Voilà. Et ils ont des observatoires répartis au niveau de la planète. Et nous sommes l'observatoire numéro 122, classé numéro 122. Nous avons un programme en relation avec des recherches donc, par rapport aux professionnels sur les astéroïdes. Hein, nous travaillons régulièrement sur ces objets. On en a détecté une centaine sur site. Et en tant que découvreur, on a la possibilité, la chance de les nommer, de les faire baptiser. Hein. Donc Cévennes, en hommage au Parc national des Cévennes, est un astéroïde. Pise est un astéroïde. Égual est un astéroïde. Hein. Lengas est un astéroïde. Donc vous tapez sur Google et vous tomberez sur des sites de la NASA ou du Minor Planet Center qui gère, c'est l'organisme qui est situé à Harvard, qui gère donc ces corps-là, ces corps célestes-là. Et vous aurez tous les éléments orbitaux, vous pourrez même les voir tournoyer autour du Soleil. Hein. Voilà, donc c'est notre travail régulier donc, de recherche, mais également, puisqu'on le fait pour les membres, et on accueille des astronomes amateurs de toute provenance sur le site maintenant depuis 2 ans, pratiquement. Donc les gens viennent profiter du ciel des Cévennes, et donc, notamment du ciel des Pises. Oui, bah, ça c'est malheureusement mon manque de contraste, mais c'était pour illustrer un petit peu le cas de l'Hespérou, qui pendant de nombreuses années, voilà, ici cette image-là, on voit des éclats de lumière se répartir sur les flancs de la montagne, qui éclairent. Ça c'était avant, hein, donc ça s'est nettement amélioré. Voilà. Comment? Non, c'était l'Hespérou. C'était l'Hespérou depuis l'Égual. Donc là, vous avez une image de la côte languedocienne, prise depuis le sommet de l'Égual. Et là, tout ça, c'est vraiment toute la côte. Ici, ces dômes de lumière là, que l'on voit à l'extrémité, c'est Marseille. Ah oui, c'est... Oui, Montpellier est devant. Montpellier est ici, là. Voilà. Ouais. C'est l'ampleur. C'est l'ampleur des dégâts, quoi. C'est une catastrophe. Voilà. Alors, si vous avez besoin éventuellement de poursuivre et de faire des recherches, je vous indique cet ouvrage qui a été fait par Alain Leguet sur la petite histoire de la lutte contre la pollution lumineuse, et vous retrouverez pratiquement ce qu'a dit Samuel. Est-ce que j'ai... Comment ? En plus détaillé, voilà, avec des anecdotes globales concernant ce problème et cette lutte. Voilà. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, hein, profitez-en.